Bonjour à vous et bienvenue dans le 179e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail du second tome de la série Les Reflets du Monde que l'on doit à Fabien Toulmé, un tome baptisé Et Travailler et Vivre, publié aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants. Poutsi, un album qui est l'adaptation d'un roman de Thomas Negaroff, qui en signe ici le scénario, c'est mis en dessin par la talentueuse Louison et c'est sorti chez Futuropolis. Je parlerai ensuite de l'album 9, un album qui nous emmène dans l'espace, que signe Philippe Pelaez au scénario, Gwenaël Grabowski au dessin, et c'est publié chez Dargaud. J'aborderai aussi la sortie de Colette, un ouragan sur la Bretagne, titre qui s'intéresse à l'écrivaine Colette, que l'on doit au scénario de Jean-Luc Cornette, au dessin de Joub, et c'est édité chez Marabule. Ensuite, je vous parlerai de Disparu, un album qui revient sur la fameuse affaire Godard, une affaire criminelle que nous raconte le scénario de Pascal Bresson, la partie documentaire de Béatrice Merdrignac et le dessin de Samuel Figuière pour un titre paru chez Petit à Petit. Je vous présenterai aussi Maréotte, album qui revient sur les souvenirs de jeunesse d'Isaac Sanchez, qui signe ici le scénario et le dessin pour un album paru récemment chez Dupuis. Enfin, je terminerai par la réédition sous un nouveau titre de Tous nos étés, album parfaitement de saison que l'on doit à Séverine Vidal pour le scénario, Victor L. Pinel pour le dessin et qui est publié chez Grand Angle, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez aussi vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Après un premier tome baptisé En lutte, où l'auteur nous proposait de suivre quelques personnes à travers le monde qui luttaient pour des causes justes et nécessaires, c'est maintenant une réflexion sur le travail via des rencontres que nous propose Fabien Toulmé dans le 2e tome de sa série Les Reflets du Monde. Si vous me suivez, vous savez toute l'affection que j'ai pour cet auteur assez prolifique, un intérêt qui ne se dément plus depuis que j'ai eu un jour entre les mains le premier tome de l'Odyssée d'Hakim, série en 3 épisodes qui reste plus que jamais indispensable à lire. C'est aussi à cela que l'on reconnaît la patte Fabien Toulmé, en plus de son dessin sur lequel je reviendrai, un humanisme qui se dégage de chacun de ses projets, la volonté de mettre en lumière des citoyens du monde, surtout celles et ceux qui sont nés avec les mauvaises cartes en main. À travers ses albums, il essaye de nous raconter le monde, ses dysfonctionnements, ses motifs d'espoir, mais un monde à taille humaine, même si l'auteur a la bougeotte et ne peut pas s'empêcher de nous faire voyager dans chacun de ses titres. C'est encore le cas ici, des États-Unis jusqu'aux Comores, en passant par la Corée du Sud, l'album propose 3 excursions entrecoupées de 2 petits intermèdes qui permettent de reposer les termes et de réfléchir sur la notion même de travail. Le point de départ de l'ouvrage est d'ailleurs un phénomène qui a touché le monde entier, mais surtout les États-Unis, un phénomène que le Covid a largement accéléré et exporté, celui dit de la grande démission. Pour nous l'expliquer, Fabien Toulmé prend l'avion direction Austin aux États-Unis pour y rencontrer Austin, ça ne s'invente pas, lui qui était trader dans la finance et qui a tout laissé tomber du jour au lendemain pour arrêter de travailler et s'adonner à sa passion pour la musique. Après nous avoir expliqué son parcours universitaire, ses premiers pas dans le monde de la finance, il est aussi revenu sur le stress engendré par cette vie et le manque de sens qu'il donnait alors à son quotidien, le poussant un jour à prendre la décision de tout plaquer.
Toujours aux États-Unis, le cas de la podcasteuse Margarita est différent, car si Austin avait les moyens de tout arrêter pour vivre une vie à son rythme, Margarita s'est jetée dans le vide au moment de quitter un emploi de bureau dans une agence bancaire. En se rendant en Corée du Sud, on se rend compte qu'en Asie aussi, le travail peut être une source de stress, voire d'épuisement, comme on le découvre avec un phénomène inquiétant que nous raconte une famille, celui du Gwarosa, qui signifie la mort par épuisement. C'est la société Coupang qui est ici montrée du doigt. Cette Amazon locale a depuis toujours la réputation de livrer les commandes rapidement, souvent dans la journée, mais on découvre le prix à payer pour respecter de tels engagements. Que ce soit à travers l'exemple de Deok-jun, dont les parents se battent pour faire reconnaître la responsabilité de Coupang dans la mort de leur fils, ou Sung-ju, un nom d'emprunt, qui travaille à son compte pour la société Coupang et qui fait des journées interminables, on prend conscience ici de ce phénomène de façon tragique. À travers cet exemple, c'est aussi une critique de l'ubérisation qui se fait jour, de cette façon que les entreprises ont de ne plus assumer leurs salariés en leur demandant d'être leurs propres entrepreneurs, avec les risques qui vont avec. La promenade s'achève après une traversée en bateau vomitive pour rejoindre l'île des Comores, une île où une extrême pauvreté règne encore aujourd'hui, comme on le découvre très rapidement. Sur l'île, on s'est spécialisé dans la culture de l'ilang-ilang, la fleur locale largement utilisée en parfumerie, dont l'huile essentielle est extraite des fleurs qui sont cueillies chaque jour, souvent par des femmes. Avec des conditions de travail difficiles et surtout une nature que l'on exploite sans faire attention à la gestion des ressources, l'île se met en péril, d'où la nécessité de repenser le travail et ses outils grâce à l'association IDEE. Nous allons suivre Zaidou, un des ingénieurs qui a repensé cette culture, mais aussi des cueilleuses ou encore Ali qui s'occupe de la distillation de la fleur, des métiers qui évoluent pour faire de l'île un endroit qui reste réputé pour la production d'huile d'ylang. À travers ces multiples exemples, ce sont les reflets d'un monde qui se dessine, un monde où le travail n'est plus forcément un facteur d'épanouissement, s'il l'a d'ailleurs été un jour. Avec ce dessin simple que j'aime tellement, qui met en scène les personnages, Fabien tout le met en tête, on suit cette pérégrination d'un continent à l'autre avec comme fil rouge le rapport au travail et surtout la façon dont celui-ci s'intègre dans nos existences. La mise en couleur, différente pour chaque histoire ou chaque zone géographique, participe aussi grandement au côté simple et accessible de ces récits que l'on retrouve compilés ici dans un joli bébé qui fait pas moins de 336 pages. Album imaginé en partenariat avec France Info, ce sont les éditions Delcourt, via la collection Ancrage, qui invitent souvent au voyage ou à l'aventure, que l'on retrouve ce nouvel album de Fabien Toulmé, un titre qui, comme vous pouvez l'imaginer, a été un gros coup de cœur pour ce qui me concerne. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Commençons cette revue des sorties par un ouvrage baptisé Poutsi, adaptation en bande dessinée du roman de Thomas Negaroff par la talentueuse Louison, dont j'ai encore en tête son précédent ouvrage sur Marilyn Monroe. Ici, elle change donc d'univers pour nous entraîner dans l'Allemagne nazie, au moment où Ernst Amstangl a encore les faveurs du futur chancelier Hitler, ce même Ernst que l'on surnomme Poutsi et qui est le personnage central de cet ouvrage. Si la grande histoire ne l'a pas vraiment retenu, c'est que ce Poutsi fait partie de ces personnes dont on ne sait que faire, un personnage encombrant que cet album de 144 pages raconte en retenant quelques éléments de sa vie. Tout d'abord, son soutien inconditionnel à Adolf Hitler avant que celui-ci ne devienne le chef de file d'une Allemagne qui s'apprête à mettre l'Europe et même le monde à feu et à sang. C'est lui qui va accueillir à son domicile pour quelques jours le futur chancelier au lendemain de sa sortie de la prison de Landsberg pour sa tentative de coup d'État avorté en 1924. Est-ce son amitié, la passion commune qu'il a pour le musicien Wagner, ou encore la présence de sa femme Hélène, pour qui Hitler nourrit une passion secrète, toujours est-il que Poutsi est flatté d'être dans le cercle des intimes d'Hitler. Dans une première partie, baptisée Fraternité, où les couleurs vertes et jaunes dominent,
tout semble laisser penser que Putzi jouera un rôle important au sein du futur parti SS qui s'apprête à prendre en main la destinée de l'Allemagne. Mais pourtant, en 1936, c'est en simple spectateur qu'il assiste à l'ouverture des Jeux Olympiques de Berlin, lui qui est tombé en disgrâce, chose que l'on découvre dans la deuxième partie où le rouge domine. Il sera même contraint à l'exil, raconté dans la dernière partie, lui qui avait déjà passé quelques années sur le continent américain s'y rend de nouveau, s'illusionnant d'un rôle qu'il jouerait au nom de l'Allemagne nazie de l'autre côté de l'Atlantique. Drôle de personnage que nous raconte le duo Snegarov-Louison ici, un personnage dont la grande carcasse encombrante finit d'être une métaphore de ce qu'il fut dès 1933. Pourtant, on sent un personnage complexe derrière le ridicule qui émane parfois de lui, pianiste, marchand d'art ou confident d'Hitler, on devine un être qui fut fasciné, comme tant d'autres, par celui qui va conduire les destinées funestes de l'Allemagne nazie quelques années plus tard. Comme sur l'album qu'elle consacrait à Marilyn Monroe, le trait de Louison fait des merveilles, un dessin généreux et expressif que vient relever une bichromie différente en fonction des épisodes racontés de la vie de Putzi. Au final, nous avons là un titre vraiment passionnant sur un personnage ambigu, dans une période tourmentée, un album sorti le 5 juin dernier chez Futuropolis, et un titre qui fut pour moi un gros coup de cœur ce mois-ci. C'est dans l'espace que je vous emmène maintenant, direction la planète 9, titre de cet album, une planète qui se situe aux confins de l'univers et qui demande un voyage d'1 année minimum pour pouvoir y arriver. Mais attention car ce voyage que vous allez faire dans les 88 pages de cet ouvrage ne va pas être de tout repos et il ne va pas être simple de vous donner envie de vous embarquer sans vous en dire trop sur cet album surprenant et un peu déroutant aussi. Après une brève introduction d'une page montrant un vieux bonhomme marchant sur une planète rouge et déserte, nous assistons au décollage d'une fusée spatiale, une fusée qui va exploser sous les yeux écarquillés d'une foule dont le jeune Johnny, enfant qui a 6 ans à peine, a son père à bord. Pour autant, Johnny Hubble, héros de cette histoire, ne va avoir de cesse de mettre ses pas dans ceux de son père en devenant l'un des astronautes les plus doués de sa génération, faisant même preuve d'une grande précocité. C'est que Johnny se donne aussi une mission à travers ce parcours, rejoindre son père là-haut, comprenez bien par là que Johnny ne souhaite pas mourir pour autant, l'histoire est bien plus complexe que cela. C'est que le Johnny en question semble avoir une étrange capacité, celle d'avoir déjà vécu les événements par le passé et de pouvoir ainsi anticiper ce qui va se dérouler dans le présent ou dans un futur proche. Quel est le secret de cet étrange pouvoir ? Peut-être la réponse est-elle sur la planète 9, qu'il faut alors interpréter aussi comme une planète capable de régénérer les humains. Ici, le scénario de Philippe Pelaez surprend par la thématique qu'il met en place et la façon avec laquelle il propose une histoire captivante, doublée d'une véritable réflexion sur la notion du temps. L'intrigue, qui flirte entre la science-fiction et une certaine forme de mysticisme, peut dérouter au premier abord, mais on se laisse porter par cette aventure dont les personnages, plutôt bien campés et complexes, donnent vraiment envie de les suivre. Il faut dire que le joli dessin semi-réaliste de Genaël Grabowski participe grandement au plaisir de la lecture, découpant ses planches et resserrant ses cases comme au cinéma, offrant suspense et intensité au fil de cette aventure que l'on découvre sous ses crayons. Il reste donc à la fin de cet ouvrage l'impression d'avoir voyagé, le temps d'une lecture que j'ai trouvée surprenante et attirante, avec une belle couverture qui montre un astronaute donnant la main à son fils devant l'immensité d'une planète rouge. Sorti en librairie le 31 mai dernier, Neuf est une bande dessinée publiée chez Dargaud qui renouvelle le genre, un titre qui propose une véritable expérience de lecture que j'ai pris grand plaisir à découvrir. Dans l'album suivant, je vous entraîne en Bretagne, dans une grande bâtisse à proximité de la côte, une maison qui est située sur la commune de Saint-Coulon, baptisée Rosven, et qui s'apprête à accueillir la Grande Colette en cette année 1910. À cette époque, en plus d'être une écrivaine, une actrice et bientôt une journaliste aux côtés de son futur mari, Henri de Jouvenel, Colette est surtout une femme libre, comme on le découvre ici, dans un album intitulé « Colette, un ouragan sur la Bretagne ». Le titre euphémise d'ailleurs cette forte personnalité, Colette balaye tout sur son passage et déclenche chez les hommes comme chez les femmes de fortes passions auxquelles elle aime se laisser aller.
C'est par le plus grand des hasards, alors qu'elle est en voiture en compagnie de Missy, son amante d'alors, à l'apparence androgyne, qu'elle tombe sur cette grande demeure non loin de la mer que les propriétaires sont en train de vendre. Spontanée comme elle sait l'être, elle va décider de s'y installer, la ville étant à égale distance de Cancale et Saint-Malo, le plus bel endroit du monde, selon les dires de la comédienne. Délaissant Missy qui s'occupe du jardin pendant que Colette brûle les planches à Paris, la jolie brune ne résiste pas très longtemps aux avances des soupirants qui aimeraient passer une nuit en compagnie de celle qui aime autant les plaisirs de la chair que les plaisirs de la table. L'ouvrage fait d'ailleurs le portrait d'une bonne vivante qui vit à 100 à l'heure, croquant avec le même plaisir les homards et les hommes, une femme qui se moque du qu'en dira-t-on et qui se laisse guider par son instinct et ses passions. Sa rencontre avec Henri de Jouvenel a tendance à canaliser l'appétit de la belle, d'autant que s'approche un grand péril qui va éloigner les deux amoureux, la Première Guerre mondiale qui fait des dégâts en Europe. Si l'événement est relégué au second plan, il a un impact sur Colette qui rentrera à Paris et donnera un coup de main à son mari au sein de la rédaction du journal Le Matin. Mais très vite, l'un comme l'autre ont des amants, c'est envers Bertrand, le fils de son mari, que Colette jettera son dévolu, les deux tourtereaux ayant alors une trentaine d'années d'écart. Donnant lieu au roman Le blé en herbe, cette relation nous est racontée ici avec une certaine fraîcheur par un Jean-Luc Cornette qui ne juge pas son héroïne et se plaît à la faire revivre dans ce très bel album qui fait 112 pages. Côté dessin, le trait de Joub, dont la mise en couleur lumineuse finit de donner une vraie coloration à ce titre, fait véritablement passer un bon moment de lecture du début jusqu'à la fin. Ce dessin simple, qui attire surtout l'attention sur les personnages, donne beaucoup de caractère à cet ouvrage en sachant aller à l'essentiel tout en suivant au plus près l'héroïne de cette histoire. Sortie le 19 juin dernier en librairie, cette biographie dessinée sur une période qui va de 1910 à 1926 est éditée chez Marabule, un album que j'ai pris grand plaisir à découvrir et que je vous recommande chaudement. Changeons totalement d'univers pour découvrir ou redécouvrir l'une des histoires criminelles qui a défrayé la chronique à la fin des années 90 et qui se voit résumée ici dans un album qui fait 176 pages et que j'ai trouvé passionnant. Dans Disparu, titre de cet ouvrage, c'est l'affaire Godard qui se raconte en alternant bande dessinée et documentaire, comme c'est souvent le cas dans les albums estampillés docu-BD des éditions Petit à Petit. Pour rappel, cette histoire commence dans le port de Saint-Malo, un 1er septembre, jour de la rentrée scolaire, jour où le docteur Yves Godard et ses deux enfants vont embarquer à bord d'un voilier à moteur pour une promenade dont personne ne reviendra vivant. Démarrant par une chronologie qui permet de restituer les faits dans le temps et dans l'espace, nous entrons ensuite dans l'affaire en elle-même, une affaire qu'explique de la plus claire des façons le scénario de Pascal Bresson et la partie documentaire signée Béatrice Merdrignac. Si la première partie bande dessinée nous entraîne sur un chalutier qui remonte dans ses filets les restes d'un crâne adulte et un petit crâne d'enfant, pour le reste, nous avons droit à une évolution chronologique des faits en suivant les différents protagonistes de cette sordide affaire. Au centre du récit, le mystérieux docteur Godard, médecin apprécié de ses patients et décrit comme un bon père de famille, il a aussi une face plus sombre, que ce soit en lien avec un syndicat de médecins qui refuse de payer leurs cotisations ou un rapprochement avec une secte pour lui qui était aussi homéopathe et acupuncteur. Lui et ses enfants seront aperçus à plusieurs reprises par des témoins entre le 1er et le 5 septembre, date à laquelle on retrouvera l'annexe du voilier en train de dériver sur une mer calme, éloignant l'hypothèse du chavirage du bateau, surtout que le docteur Godard est présenté comme un bon marin. Plus tard, c'est la mère de famille, Marie-France, dont on ne retrouve plus la trace, mais les taches de sang retrouvées dans la fourgonnette abandonnée par le docteur, ainsi que celles présentes en nombre dans la maison, ne laissent plus guère de place au doute, toute la famille a été assassinée. C'est ainsi que démarre cette affaire Godard, affaire passionnante qui n'a pas livré tous ses secrets, qui nous est rappelée en détail dans cet ouvrage complet et instructif. Si la partie documentaire permet de revenir en détail sur cette histoire, la partie bande dessinée que nous devons à Samuel Figuière permet de donner un peu de chair à cette affaire et de faire revivre cette tragédie sous nos yeux, permettant d'approcher de manière encore plus concrète cette histoire criminelle. Ici, son trait est efficace pour plonger dans cette affaire, apportant détail aux environnements et caractère aux personnages, il permet de toucher du doigt ce qui fait le sel de cette tragédie
qui se déroule en partie dans le huis clos d'un bateau qui vogue sur la mer. Disponible en librairie depuis le 12 juin dernier, cet album vient compléter une collection sur les grandes affaires criminelles lancée par les éditions Petit à Petit, une collection qui s'enrichira prochainement par l'affaire du Petit Grégory et l'affaire Jean-Claude Roman au début de l'année prochaine. C'est dans la banlieue proche de Barcelone que je vous emmène maintenant, à Badalone, pour y suivre les souvenirs de jeunesse de l'artiste espagnol Isaac Sanchez, qui nous propose de faire un tour dans les années 90. La capitale de la Catalogne s'est refaite une beauté pour l'occasion des Jeux Olympiques de 1992, et de son côté, la famille du petit Isaac profite de cette embellie pour faire tourner l'établissement familial où l'on peut venir y boire un verre et manger la fameuse paella. C'est dans les petites histoires de cette famille et de ce lieu que l'auteur nous plonge dans Marée Haute, un album personnel et très touchant où Isaac se dessine enfant et propose un ouvrage chapitré où chaque partie revient sur des souvenirs de jeunesse. Le grand gaillard qui est à la tête de cette famille soudée s'appelle Andrés, c'est à la sueur de son front qu'il a bâti cet établissement où les habitués s'y pressent chaque jour, comme Basilio, le vendeur ambulant qui parcourt la plage durant la période estivale. Isaac, de son côté, n'hésite pas à donner un coup de main et servir les glaces, même si sa passion secrète c'est la bande dessinée, lui qui passe son temps un crayon à la main quand il ne mange pas les chips qui devraient être normalement vendus. Son grand frère Nono est d'ailleurs lui aussi passionné par le dessin, il n'hésite pas à l'occasion à lui faire admirer tout son talent en lui dessinant de monstrueux personnages qui alimenteront les rêves et l'univers intérieur du petit Isaac. Au milieu de la famille trône aussi la mère, Palmira de son prénom, une maman superstitieuse qui a régulièrement recours à la voyance et au sortilège pour essayer d'avoir une influence sur le destin familial. Les deux sœurs complètent cette famille dont on découvre les histoires, des histoires qui tournent souvent autour de la figure du père qui n'hésite pas à pousser la chansonnette dès qu'il en a l'occasion. Enfin, le dernier, et peut-être le plus important des personnages, c'est certainement la maison elle-même, cet établissement qui accueille les clients et dont on découvre le destin dans une dernière partie qui finit de faire monter l'émotion. Ponctuée par des photos d'époque, Marée Haute est à la fois une plongée que propose l'auteur dans son histoire familiale, mais aussi dans le contexte d'une époque, que ce soit sur le plan sociologique, géographique, historique ou culturel. Dans son album, avec un dessin simple et expressif, aux couleurs enlevées, il arrive à nous faire toucher du doigt cette Espagne qui se cherche, coincée entre le franquisme et la Movida, une époque à laquelle l'auteur rend aussi un vibrant hommage ici. C'est la première bande dessinée que propose Isaac Sanchez, comédien et youtubeur, qui revient ici à ses premières amours, un album dans lequel j'ai adoré me laisser glisser, que vous pouvez retrouver aux éditions Dupuis depuis le 7 juin dernier. Comme toutes les 2 semaines, je conclus cet épisode en mettant en lumière un ouvrage spécial, la réédition avec un nouveau titre d'un album sorti en 2019 chez Marabule et baptisé La Maison de la Plage. Revenu chez Grand Angle en cet été 2024, l'album s'appelle maintenant d'ailleurs Tous nos étés et propose de découvrir, via tous ses habitants, l'histoire d'une maison de vacances à travers le temps. C'est en 2015 que démarre le récit, durant un été où les personnages qui habitent cette grande bâtisse, située non loin de la mer, abritent peut-être pour la dernière fois les vacances d'une famille dont les protagonistes arrivent peu à peu. Juju et Colline, 2 sœurs, sont les 2 premières à rejoindre la grande maison, ouvrant les volets et reprenant leur marque, même si en cet été 2015, pas mal de choses ont changé. Juju, dont le ventre fortement arrondi signale sa condition de future maman, doit en même temps faire le deuil de son mari qui s'est tué en voiture après une soirée bien trop arrosée. Sa sœur est là pour la réconforter, bientôt rejointe par les parents et le reste de la famille, mais l'autre mauvaise nouvelle qui plane sur les protagonistes est la vente possible de ce lieu auquel on est si attaché. C'est que l'oncle Albert, le plus jeune des frères, a besoin d'argent pour se rapprocher de son fils qui vit aux États-Unis, ce qui sous-entend une vente du bien familial pour lui racheter sa part. Source probable de tension, on va voir comment évolue cette famille avant de remonter le temps dans les chapitres suivants pour voir comment les grands-parents ont découvert et acheté ce bien. On découvre aussi à la fin des années 50 qui furent les propriétaires précédents et pourquoi l'une des chambres, dont le vieux papier peint jaune avec des montgolfières est devenue surannée, n'a jamais bougé depuis.
À travers cette évocation du temps qui passe, avec comme fil rouge une maison de vacances, Séverine Vidal, ici au scénario, nous livre une histoire touchante qui mélange secret de famille et drame personnel. Pour autant, le dessin de Victor L. Pinel, rehaussé par de belles couleurs lumineuses, n'hésitant pas à jouer aussi sur les ombres, ne rend pas du tout cette histoire plombante. Les personnages déployés par le duo sont vraiment attachants et le dessin semi-réaliste du dessinateur d'origine espagnole participe grandement au plaisir que j'ai eu à me plonger dans cet album que je découvre avec cette réédition. Ce sont les éditions Grand Angle qui remettent en avant cet ouvrage, revenu en librairie le 26 juin dernier, une histoire vraiment plaisante et parfaitement de saison qui se déploie ici sur 160 pages. Ainsi se termine ce 179e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie au 2e tome de la série Les Reflets du Monde, un album baptisé Et Travailler et Vivre que l'on doit à Fabien Toulmé et aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 22 juillet, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.